c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver ici. Cet épisode, il a mis longtemps à sortir de ma tête. J'en ai eu 10 000 versions dans ma tête. Je me suis clairement fait des nœuds au cerveau sur certains trucs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'heure de le poser et de le faire exister dans la vraie vie. Donc si t'as pas le contexte, je t'invite à aller réécouter l'épisode précédent sur ce que va devenir ce podcast, en tout cas pour ces quelques prochains épisodes. Mais en gros, l'idée, c'est d'ouvrir un peu la porte et la voie sur une autre manière de vivre la maladie. Alors, moi, j'ai eu un cancer qui était normalement facile à guérir. Et une des principales erreurs d'appréciation que j'ai faites pendant toute cette aventure, c'est que j'ai confondu facile et simple. Et en réalité, facile à guérir, ça veut pas dire que c'est sans souffrance ou que c'est évident à vivre. Ça veut juste dire que on a de bonnes chances de guérir quand on fait les traitements. Et l'enjeu, c'est un peu de te raconter, alors d'une part, comment ça s'est passé, pas forcément pour faire mon autothérapie, mais pour que tu aies une autre vision de ce que ça peut être d'être malade. Parce que parfois, on n'ose pas poser de questions, parfois ça met le mal à l'aise. Et je pense que c'est important de cultiver la manière dont on perçoit les choses et de s'ouvrir l'esprit sur ce genre de trucs, parce que d'une part, ça t'aide à réfléchir, à appréhender des choses, et d'autre part, ça permet aussi de parfois mieux comprendre ce que vivent les autres. Et même de manière hyper pragmatique, ça peut être utile en fait de savoir à quoi t'attendre. Et quand on m'a diagnostiqué, en tout cas quand on m'a dit que j'avais un cancer, je savais pas à quoi m'attendre. Je savais ni si j'allais mourir demain ou si ça allait, ni s'il fallait que je voie quelqu'un de manière urgente ou si ça pouvait attendre à moi, ni ce qu'on allait envisager comme traitement, ni quelles seraient les conséquences de ce traitement sur ma vie. Je pensais aussi que je pourrais continuer à travailler de manière normale et que je serais juste un peu plus fatiguée. Spoiler alerte, pas du tout, clairement, c'était inenvisageable au départ. Et puis je pensais que j'allais mettre des années à m'en remettre. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est à presque 1 an du début des traitements. Et je commence à reprendre une capacité à fonctionner. Alors je dirais pas un rythme dans le sens où je suis pas du tout encore à mon rythme de croisière habituel. Mais je commence à retrouver mes repères professionnels, sociaux, de vie et tout ça. Néanmoins, je suis pas devenue une autre version de moi-même. Je suis devenue quelqu'un d'autre, clairement. Et je pense que tout ça, c'est des réflexions qui sont intéressantes à partager. Pas forcément dans le cadre d'une maladie et tout ça, mais aussi juste pour banaliser ce genre d'évolution, de réflexion, de sujet, de conversation. Et en fait, quelqu'un que j'aime beaucoup m'a dit un jour que quand tu poses des représentations dans la société, ça ouvre parfois la voie à d'autres personnes à s'autoriser à suivre ces représentations. Et je pense qu'elle a raison. Et ça m'a mis un moment à m'en être à l'aise, en fait, parce que c'est quand même des sujets où je suis très vulnérable encore, où je suis en reconstruction permanente. C'est aussi des sujets qui sont difficiles, qui sont sujets à discrimination aussi. Et de fait, c'est pas un exercice simple pour moi, surtout que tu me connais, j'ai l'habitude de plutôt partir d'un point A et aller à un point B et de t'expliquer comment on va d'un point A à un point B, donc un truc très pragmatique. J'ai pas l'habitude de beaucoup raconter ma vie sur internet et du coup, c'est assez challengeant pour moi, mais je pense que c'est important. Aussi parce que, tu vois, à la veille de mes traitements, j'ai cherché des infos et les seules choses que j'ai trouvées, c'est les vidéos de Laurette, la youtubeuse, qui sont très intéressantes, mais qui n'étaient pas du tout ce que moi j'avais. Donc c'était un diagnostic différent, avec un fonctionnement différent, des traitements différents, un rythme différent, des pronostics différents aussi, des prises en charge différentes. Et j'ai trouvé aussi d'autres personnes qui avaient fait des vidéos YouTube pour expliquer un peu leur traitement et tout, sauf qu'elles ont fait 2-3 vidéos et puis on n'en a plus jamais entendu parler. Et le truc, c'est que quand t'as un lymphome, tu sais pas du tout quelle est ton espérance de vie. En fait, on te le dit pas. En tout cas, moi, on me l'a pas dit. Et donc, c'était un peu creepy de voir que ces personnes n'avaient plus jamais fait de vidéo. J'espère qu'elles vont bien aujourd'hui et j'espère que c'était juste parce qu'elles avaient plus l'énergie, ce que je comprends complètement vu ce qu'on traverse.
Mais néanmoins, je voulais quand même avoir une possibilité de poser le signal que oui, parfois tu peux survivre à ce genre de truc. Et même souvent, en fait, puisque le lymphome, c'est un cancer qui se soigne plutôt bien. Plutôt bien, ça veut pas dire que c'est facile. Je suis tombée dans cet accueil-là, mais se soigner bien, ça veut dire que la médecine aujourd'hui peut trouver des solutions. Ça veut certainement pas dire que c'est une épreuve qui est simple à mettre en place et qui est facile à suivre et qui est sans dégâts. Dans le sens où aujourd'hui, ma dernière prise de sang de décembre, on est donc en février, ma dernière prise de sang de décembre, donc à 6 mois de la rémission et à 7 mois des traitements, elle est catastrophique, clairement. Je commence tout juste à récupérer des défenses immunitaires, j'ai vraiment beaucoup de carences, mais je suis vivante. Donc voilà, c'est ça l'impulsion du truc, et c'est peut-être d'offrir cette représentation-là, euh, plutôt que de juste avoir des histoires tragiques de un tel qui est encore décédé, ou de un tel qui vomit toute la journée et tout ça. Alors ça sera des sujets qu'on va peut-être aborder, mais l'idée c'est pas que ce soit le sujet central, c'est plutôt de permettre d'exister autrement qu'à travers la maladie. Et bah c'est ce que j'ai pas trouvé, donc voilà, je le pose là. Alors un truc que j'ai fait aussi quand j'ai appris que j'étais malade en tout premier, c'est d'aller sur un groupe Facebook de gens qui ont des cancers. Euh, Très clairement, je ne le conseille pas du tout, parce que ça a été très anxiogène pour moi. Donc les deux trucs les plus anxiogènes qui ont existé dans mon pré-traitement, c'était les vidéos YouTube de Laurette où tu la vois vraiment mal, et où, ok, ça te prépare mentalement, mais en fait, ça fait flipper de ouf, parce que tu sais même pas réellement si toi tu vas être dans cet état-là, tu sais pas comment ton corps va réagir par rapport au sien, tu sais pas à quel rythme tu vas avoir des traitements, tu sais même pas si vraiment tu vas avoir des chimios au départ, tu sais rien. C'est-à-dire que j'ai appris que j'avais un lymphome en décembre, et j'ai appris que j'allais avoir des chimios fin janvier ou début février, un truc comme ça. Donc il y a longtemps de flou, et où tu sais pas ce qui va devenir de toi. Et donc tu peux pas en fait consommer tous les contenus que tu trouves, parce que sinon t'es mort de trouille. Faut un peu se faire confiance, et ça paraît complètement ubuesque de dire ça, mais en fait ton instinct de survie se met très rapidement en marche une fois que t'as des protocoles à suivre. Et du coup c'est un peu... il faut juste suivre le rail en fait, et pas trop se poser de questions. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu, au moins sur la première partie des traitements. Même si je t'avoue qu'il faut quand même s'accrocher hein, au wagonnet. Hein. Mais, mais ça faisait pas appel vraiment à de la motivation dans mon cas, c'était plus d'essayer justement au contraire de pas trop écouter les gens qui te disent qu'ils ont peur et qui te posent trop de questions précises, parce que ça te fait paniquer, parce qu'en fait tu sais pas, tu sais rien. Tu te sens pas forcément malade au départ, mais tu dois croire sur parole des médecins qui te disent que t'es très 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 malade. Et ça, c'est quand même un sacré challenge en vrai de vrai. Et puis t'as pas toutes les réponses au début non plus, donc en fait le fait d'aller consommer des contenus qui sont pas forcément adaptés te font envisager les pires trucs, et ça fait vraiment flipper de ouf. Après, du coup, par rapport à ce groupe Facebook, euh, moi ce qui m'a beaucoup angoissée aussi, c'est que bah, tu vois les uns et les autres qui meurent, et donc les enfants des uns et des autres qui viennent dire qu'il est mort. Et bah quand tu sais pas ce que t'as, ou quand tu sais pas comment ça se traite, en fait inévitablement tu te dis que toi aussi tu vas y passer, tu vois. Alors qu'en fait t'en sais rien du tout. Euh, donc je pense qu'il faut pas trop aller voir sur internet, il faut juste se renseigner le minimum. Il faut pas trop côtoyer des sites de malades au moins au début, parce qu'au début tu sais tellement rien qu'en fait c'est trop compliqué de te projeter. Et je pense qu'il faut pas non plus trop regarder les vidéos de YouTube et tout ça. Alors, en tout cas, pas celles qui montrent trop crûment les effets secondaires, les épisodes de chimio que tu peux avoir et tout. Donc, si je devais refaire, je crois que je ferais comme ça. Néanmoins, un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé tout au long du traitement, c'est de trouver quelqu'un qui avait eu la même chose que moi, mais il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans, c'est pas un prérequis, hein, mais quelqu'un qui a eu la même chose que moi et qui en est remis depuis un moment, parce que ça m'a permis de savoir ce qui était normal et ce qui l'était pas, ce sur quoi je devais alerter et ce sur quoi c'était ok. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est un sujet qui est pas très clair, dans le sens où on te donne une liste en fait de 20 effets secondaires possibles des chimios et de l'immuno.
Mais en fait, c'est un peu la loterie, c'est-à-dire que tu sais pas exactement ce que tu vas vivre à travers ce truc, et donc tu peux pas non plus te projeter dans les effets secondaires, mais tu dois les surveiller, dans le sens où s'il y en a un qui est pas dans la liste, bah, tu dois alerter. Il y en a où on te dit clairement que tu dois alerter tout de suite, genre typiquement la fièvre, les douleurs neurologiques dans les doigts ou dans les pieds, c'est des trucs où tu dois le dire. Euh, et en même temps, au même niveau, on te met par exemple les vomissements, qui sont un truc super commun, mais que t'es pas obligé de te traîner de manière intense si t'alertes suffisamment, mais qui sont pas des trucs graves, quoi, qui vont pas justifier par exemple qu'on ajuste le traitement. Euh, on va clairement te dire, bah oui, bah tu vomis, bah c'est le traitement, c'est comme ça, en fait. Alors que les douleurs neurologiques, par exemple, quand tu alertes dessus, on te dit, ok, on adapte. Pour autant, toi, tu vis les deux de la même manière. C'est-à-dire que les douleurs neurologiques, c'est extrêmement douloureux, ça te réveille la nuit. Les nausées aussi, en fait, ça te réveille la nuit et potentiellement, ça peut aussi être douloureux parce qu'en fait, au bout d'un moment, t'as plus rien dans l'estomac, donc bah, en fait, ça fait super mal. Euh, donc il y a des trucs en fait qui sont très ambivalents, des trucs où tu n'as pas d'infos claires, et donc quand tu vas t'informer trop en n'ayant pas d'éléments probants sur lesquels t'informer, en fait ça peut être très stressogène. Euh, et donc bah en fait ça c'est un truc que j'aurais peut-être pas dû faire clairement, parce que du coup tu te retrouves à regarder des vidéos à 2h du mat où, où en fait tu t'identifies sans t'identifier parce que t'es conscient qu'il y a une différence, mais en fait tu sais pas, enfin voilà, c'est trop compliqué. Mais par contre, le truc qui m'a vraiment aidé, c'était d'être accompagnée par quelqu'un qui avait vécu ça avant et que j'avais trouvé sur le groupe Facebook en question. Donc j'ai trouvé cette personne sur Facebook. On a échangé nos noms pour pouvoir discuter, et on a échangé nos numéros. Et puis après, j'ai quitté ce groupe Facebook où tout le monde mourait, c'était affreux. Et j'ai continué à parler avec cette personne, en fait, et ça a été vraiment un élément très aidant pour moi. Et de fait, en fait, c'était un peu la seule personne de mon entourage qui comprenait ce que je vivais réellement. C'est-à-dire que dans mon processus, j'ai été très active dans le sens où j'ai beaucoup expliqué ce que je vivais, analysé ce qu'il y avait dans ma tête, raconté, mis à disposition des espèces de billets d'humeur avec mes news, comment je me sens et tout ça. Et malgré tout, ça a été très compliqué pour beaucoup de personnes de comprendre ce que je vivais. Parce que bien sûr, elles comprenaient les idées, elles se mettaient à ma place, mais en fait, tu peux pas te mettre à la place de quelqu'un qui vit ce genre de truc. Parce qu'en fait, tu l'as pas vécu et t'as aucune idée d'à quelle échelle c'est de la souffrance et que c'est compliqué. Et c'est un mélange de trucs, c'est pas juste de la douleur, c'est pas juste de l'inconfort, c'est pas. En fait, c'est un mélange de tout en même temps, et du coup, c'est quelque chose de compliqué. Et en même temps, du coup, les gens comprennent que c'est compliqué, donc ils essayent de te consoler, de te rassurer, sauf que toi, t'es en mode non, mais en fait, c'est vraiment pas la priorité, tu vois, t'es pas dans ta tête, en train d'essayer de juste survivre et en train de faire fonctionner ton corps. La meilleure description que j'ai trouvée jusqu'ici, c'est juste de dire qu'en fait, tu n'as plus de personne psychologique, t'es en train de faire fonctionner ton corps, de le rendre fonctionnel. Donc ton quotidien, c'est d'essayer de pas vomir tes médicaments, de travailler le plus possible à ne pas les vomir du coup, de gérer la logistique de la bouffe, de te lever pour aller aux toilettes et de te reposer. En gros, c'est un peu ça l'essentiel de ta vie. C'est de faire des courses en drive si possible ou en livraison. Drive, c'est pas imaginable en fait, plutôt en livraison. De dormir, de manger équilibré pour aider ton corps à vivre le truc le mieux possible. De vérifier que tu as tes stocks de coca et de médicaments pour la prochaine cure, et voilà. Et du coup, bah en fait, quand tu le dis comme ça paraît pas compliqué, mais en fait, derrière, tu rajoutes une gastro-carabinée et une grippe, parce que t'as un peu ce truc d'être un peu immobilisé dans ton lit, incapable de rien faire, mais en même temps en vomissant. Et t'as un peu le tableau. Mais juste un peu, parce qu'en fait, t'es aussi crevé psychologiquement, nerveusement, ton corps est à bout. Tu dois te protéger, dans le sens où, dans le cas du lymphome, t'as de l'immunothérapie et de la chimio, donc ça déglingue complètement tes défenses immunitaires. Donc tu dois aussi porter un masque en public, ne pas prendre les transports, ne pas te mettre dans des endroits confinés avec des gens. Et tout ça, ça te rend aussi hyper méfiant sur
l'hygiène que tu peux avoir au quotidien, le fait de pas laisser traîner trop de vaisselle, le fait de... Et tu vois, ça te met une pression en plus dont tu sais que ta survie dépend, parce que une infection pourrait être dramatique pour toi, puisque t'as plus de défense immunitaire. Et donc tout ça fait que t'es dans un truc extrêmement épuisant nerveusement, et où t'as clairement besoin en fait d'être entouré au mieux, et si t'es pas entouré, de trouver un entourage. Et je pense que ça, c'était ma meilleure idée en entamant ce truc-là. C'était de trouver quelqu'un en fait qui avait vécu ça et qui pourrait potentiellement aussi être une figure type patient expert, patient partenaire et tout. Ou bien copain de la maison des proches et des patients, si jamais, bien que moi, dans le centre où je suis soignée, il n'y avait pas trop de lymphome, il y avait plutôt des cancers du sein et tout ça. Et du coup, en fait, je m'identifiais pas du tout à ces personnes-là. C'est pour ça que j'ai été chercher quelqu'un d'autre, en fait, rapidement. Et... Et en fait, ça devient une bouée. Ça devient ta bouée de sauvetage, dans le sens où dès qu'il y a un truc qui va pas, tu vérifies que c'est ok, que c'est quelque chose de normal, que c'est quelque chose d'attendu. Et ça a été vachement rassurant. Mais t'évites YouTube et t'évites tous les contenus qui pourraient être dramatiques. Donc voilà, comme il y a un peu que ça, ceci constitue la première pierre de l'édifice qui, j'espère, va devenir un truc un peu plus positif et qui va peut-être permettre d'avoir des représentations différentes de celles qu'on a d'habitude. J'ose pas dire plus positives parce que c'est compliqué de dire que c'est positif, c'est tellement violent et c'est tellement plein de challenges que voilà. Mais l'idée, c'est plutôt d'apporter une autre manière de voir les choses et d'essayer aussi d'amoindrir cette injonction d'avoir l'air malade, absolument, d'avoir l'air de se morfondre, tu vois, ce truc qui t'empêche finalement un peu de... Soit qui te maintient en fait dans une posture où tu fais le malade parce que t'as besoin de soutien et que les gens te soutiennent comme ça, soit qui t'empêche de recevoir du soutien parce qu'en fait les gens voient bien que t'es un battant et que tu vas te débrouiller et que ça va aller, sauf que en fait non. T'as besoin d'avoir des gens autour de toi, même quand t'as de la résilience, même quand t'as des ressources, et même quand t'es capable. C'est-à-dire que, d'une manière assez étrange, moi j'ai quand même la réputation d'être quelqu'un d'assez résilient, d'assez débrouillard et tout ça. Et en fait, quand les gens autour de moi, ou en tout cas certaines personnes, ont appris que j'étais malade, il s'est passé un truc très étrange de retrait. Où beaucoup de personnes se sont dit je vais la laisser gérer parce qu'elle va gérer mieux que moi la situation. Alors que j'aurais eu besoin en fait d'être entourée, j'aurais eu besoin de qu'on s'intéresse à mes difficultés ou qu'on admette au moins que la situation est vraiment compliquée. Et à la place de ça, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui essayaient de me dire allez, ça va aller. En fait, t'en sais rien. C'est qu'il y a un mauvais passage. Oui, mais t'as pas idée d'à combien c'est mauvais, clairement. Tu vois, enfin, tous des trucs un peu comme ça, de positivité un peu toxique, je pense, malgré eux. Tu vois, c'était des bonnes intentions à la base, hein, clairement. Et je pense que c'est évident pour personne de savoir se comporter dans ce genre de situation parce que c'est assez inédit pour beaucoup de personnes autour de moi. Mais tu vois, dès que tu sors un peu de ce stéréotype de t'es cloué au lit et tu te débrouilles pas et tu meurs de faim, si possible malade et triste, et en fait, euh, je sais pas, c'est comme si les gens soit se rendaient pas compte à quel point c'est dur, soit se disaient que tu gères. Et du coup, en fait, tu te retrouves un petit peu esselé, un petit peu isolé. Et c'est aussi ça l'enjeu de ces contenus, c'est de dire, c'est pas parce que la personne en face de toi a l'apparence de quelqu'un qui gère la situation que c'est facile ou que ça lui coûte rien. Ce que tu vois juste, c'est que techniquement, elle a l'air de gérer. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle a pas besoin d'un coup de main? Est-ce que ça veut dire qu'elle a pas besoin de reconnaissance d'à quel point c'est dur? Ou est-ce que ça veut dire qu'elle veut pas juste que tu t'asseyes à côté d'elle et que t'attendes que ça se passe avec elle? Je suis pas sûre. Moi, ce que je sais, c'est que à un moment donné, j'ai vécu ce truc-là de les gens voient que tu débrouilles, donc ils te laissent faire. Et je pense que parfois, j'aurais eu besoin, en fait, qu'on prenne un peu de cette charge mentale-là. Un autre écueil qu'il y a parfois, c'est aussi qu'on te dit dis-moi si je peux faire quelque chose, mais tu vois, toi, tu sais pas trop ce dont tu as besoin. Tu sais pas ce que les gens peuvent faire. Et rien que le fait de réfléchir à ce que les gens peuvent faire,
bah c'est déjà une charge en plus pour toi qui est malade. Et du coup, euh, si autour de vous, vous avez des gens qui ont des maladies, des périodes compliquées, tout ça, peut-être qu'un truc qui peut être aidant, c'est non pas d'arriver en disant que t'es disponible s'il y a besoin et tout ça, ce qui renvoie la charge mentale à l'autre, mais plutôt de se dire, tiens, quelle idée je peux avoir qui peut aider la personne et qui peut être mise en place par moi et que je peux lui proposer, qui ne nécessite du coup pas forcément beaucoup de réflexion de sa part, mais que je peux lui proposer et que je peux faire pour elle pour lui apporter quelque chose, la soutenir, la faire se sentir soutenue. Typiquement, j'ai un copain qui a fait ça quand j'étais malade, vers la fin de ma maladie, euh, qui à un moment donné a dit je vais venir chez toi et je vais te faire des gaufres. Et ça a été étonnamment très aidant, alors que en fait c'était juste des gaufres pour lui. Et il trouvait ça un peu ridicule parce que ça allait évidemment pas soigner mon cancer et c'était pas ce qui était attendu de lui. Je veux dire, il est pas du tout médecin. Euh, mais ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis d'arrêter de me demander ce que les gens pouvaient faire pour m'aider, ce qui était l'accoutumé un peu. Quand les gens te disent dis-moi si t'as besoin de quelque chose, bah en fait c'est pas une question facile, surtout au début de la maladie, parce que tu sais pas de quoi tu vas avoir besoin réellement. Tu sais pas comment ton corps va se comporter, comment tu vas vivre les effets secondaires. Et en fait, le spoiler, c'est que tu les vis très différemment d'une cure à l'autre, parce que ton corps, il est pas dans le même état d'une cure à l'autre. Et c'est des réajustements constants qui laissent place à aucune routine et beaucoup d'intensité. Et au début des traitements, je cherchais à répondre à cette question en disant quelque chose comme qu'est-ce qui pourrait me faire du bien sur le moyen long terme, qu'est-ce qui pourrait m'apporter du bonheur au quotidien, par exemple, ou des choses comme ça. Et la manière dont j'ai résolu cette problématique de pas savoir quoi répondre et du coup de me retrouver un peu seule, c'était aussi de me dire qu'est-ce qui là maintenant tout de suite me ferait du bien. Et ça a changé radicalement la manière dont je répondais à cette question. C'est-à-dire que du tac au tac, je répondais autre chose. Et ça fait aussi un tri là-dedans entre les gens qui te disent ça par politesse et puis les gens qui te disent ça parce qu'ils veulent vraiment t'apporter quelque chose. Dans le sens où, par exemple, une fois, j'ai été chez une voisine et puis elle m'a dit qu'est-ce qui te ferait du bien? Comment je peux t'aider? Et je lui ai dit j'ai besoin de changer mon lit, est-ce que tu peux m'aider à ça? Et elle m'a aidé à ça. Et en même temps, faut être vachement accroché parce que ça fait rentrer les gens dans ton intimité, dans ton quotidien, chez toi, quelque part aussi dans ta dignité, que t'es plus capable en fait de tenir seul et t'es plus autonome là-dedans, t'as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire des trucs du quotidien. Je me rappelle qu'au début des traitements, juste lever les bras pour étendre une lessive, c'était compliqué. J'ai étendu, je crois, ma première lessive de la cure 2 en 4 ou 5 fois en faisant des pauses où je m'allongeais entre temps parce qu'en fait j'avais des vertiges, des sueurs, des palpitations, enfin c'était un peu l'enfer. Et c'est vraiment des épisodes où tu te sens seul, isolé, même quand t'es entouré parce que les autres imaginent même pas ce que tu vis et même si tu le dis, c'est difficilement compréhensible, d'où je disais l'importance d'avoir quelqu'un qui a vécu ce que toi tu vis parce que cette personne, elle sait ce que tu vis, en tout cas en partie, peut-être un peu plus que les gens qui t'entourent. Et, et quand elle compatit, tu sais qu'elle compatit de manière réelle et pas juste dans les idées. Ce qui est aussi très important, mais qui n'est pas à la portée de ceux qui l'ont pas vécu. Et de fait, il y a aussi ce côté où il y a besoin de moins de mots et de moins expliquer pour avoir un soutien plus émotionnel et plus incarné, de fait. Mais par contre, l'entourage est super important. L'entourage au sens très large est super important pour aussi installer des repères en fait dans un quotidien qui est très perturbé. Genre, j'ai une amie par exemple qui m'envoyait des reportages photos. Je sais pas vraiment à quelle fréquence parce que je me rendais pas vraiment compte, mais
j'attendais en fait qu'elle m'envoie ces reportages photos. Alors, je les attendais pas comme un dû, mais quand elle m'en envoyait un, je me disais, ah, trop cool et tout, des photos. Parce que ça fait exister autre chose dans ta vie que ton corps malade, qui est un peu ton sujet principal de ta vie, en fait, à ce moment-là, parce que t'as rien d'autre, t'as l'énergie pour rien d'autre que maintenir ton corps. Donc, bah, en fait, t'es ça au quotidien, t'as je sais pas combien de médicaments à prendre, toutes les X heures de manière assez précise pour pas redéclencher des nausées. Tes bains de bouche, t'en as 6 par jour à faire. Enfin, t'as énormément de choses à penser qui sont timées que sur la maladie. Et le fait d'avoir des gens qui vont te sortir de ça, pas parce qu'ils veulent nier ce que tu vis, mais juste pour installer d'autres repères temporels, et ben ça te permet aussi d'alléger le quotidien et de le faire exister autrement que par la maladie, de distraire tes pensées 3 minutes, quoi, de tes vomissements et de tes acidités, quoi. Et ça, c'était important aussi, genre, d'avoir des gens ressources autour de toi à qui tu peux t'adresser si t'as un problème logistique grave, de savoir que tu peux compter sur les uns ou les autres de manière différenciée, selon qu'ils comprennent ou pas comment tu te sens, selon qu'ils comprennent ou pas ce qui serait bien de faire sans que tu leur dises. Comme je disais, ça t'évite de la charge mentale. Ou selon qu'ils peuvent juste se taire le temps que tu vides ton sac, en fait, parfois ça marche aussi. Le fait qu'ils juste ils compatissent un peu quand ça va pas et que t'as juste envie de pleurer au téléphone, ben c'est aussi quelque chose. Et aussi, au début, j'avais demandé à la personne avec qui j'étais euh, de checker si je faisais enfin si je prenais mes médocs, si j'allais à mes prises de sang et tout ça. Et donc il y avait un peu une routine de alors le check-up des médocs ça a pas trop marché, mais moi j'avais mis des alarmes dans mon calendrier et dans Santé de Apple. Mais par exemple, il vérifiait comment je me sentais de temps en temps. De temps en temps, genre à quelques heures près, je veux dire. Euh, Ça, c'était rassurant pour moi parce que j'habitais seule, donc c'était quelque chose qui me faisait peur, en fait, de peut-être faire un malaise et être retrouvée 3 semaines plus tard, quoi. Mais peut-être on en reparlera, le fait de vivre ça seule, c'est aussi quelque chose qui est très anxiogène. Et puis il y avait ce côté où aussi, quand j'avais des démarches importantes à faire, ben, il était là pour vérifier, alors gentiment et juste par curiosité, pas pour fliquer, mais le fait qu'il me demande si j'avais bien fait ma prise de sang, etc., c'est quelque chose aussi qui permettait, euh, alors déjà d'avoir une stabilité, d'avoir une double vérification que les choses étaient faites comme elles devaient être faites, parce qu'en fait, bah, par exemple, les prises de sang, c'est obligatoire pour vérifier comment ton corps réagit. Tu dois les faire toutes les semaines. Et il y a beaucoup d'étapes pour faire une prise de sang. Il faut prendre rendez-vous avec l'infirmier, il faut être agent parfois, il faut vérifier les résultats, renvoyer les résultats à l'hôpital, parce que le labo, il le fait pas forcément. Euh, il faut bien s'assurer que tu as le matériel pour faire les prises de sang. Enfin, il y a plein d'éléments, et des éléments qui sont pas facilement accessibles quand t'as plus de cerveau, en fait. Et donc, du coup, c'était appréciable aussi enfin, que cette personne me, me check un peu, voit un peu comment je me sens, est-ce que j'ai pris mes médicaments, et si je me sens pas bien, qu'est-ce que tu peux faire, est-ce que tu as un médicament pour ça, c'est quoi le protocole qui a été déterminé par l'hôpital pour cette situation-là. Tu vois, d'avoir un peu des checks vraiment de sécurité en fait. De la même manière que si tu pars en rando dans le Larzac, tu vas prévenir quelqu'un et tu vas checker que t'es en vie à la fin de la journée, et ben de checker que t'es en vie à la fin de la journée de tes traitements, quoi, tu vois. De checker que t'as mangé aussi, tu vois. C'est des trucs qui sont structurants en fait et qui te permettent de survivre, d'une part, et d'autre part aussi, qui te permettent de rester actif dans le processus parce que de nombreuses fois, t'es confronté à ce truc de j'ai pas d'énergie, j'ai envie de dormir, j'ai pas faim, je n'ai pas de goût, j'ai mal au ventre, je n'ai pas envie de manger. Mais tu sais que c'est pendant 6 mois, 5 mois, tu vas avoir ces traitements. Pendant 5 6 mois, tu vas avoir ces symptômes. Et tu peux pas ne pas manger pendant 5 6 mois, c'est pas possible. Et tu peux pas non plus manger que des chips ou des trucs vides de nutriments. Parce que plus tu vas être dénutri, moins ton corps il va bien réagir au traitement.
Donc en fait, tu dois manger correctement, tu dois avoir des protéines à chaque repas de manière significative. Tu ne vas pas te faire une plâtrée de pâtes, tu vas te faire un vrai repas avec des vrais aliments, des vrais nutriments, des vraies vitamines qui vont aider ton corps à passer au-dessus de ça. Et, euh, et en fait, t'es KO, donc tu vois même pas comment tu vas le faire, mais tu le fais. Parce que t'as besoin de survivre. Et pourquoi tu le fais? Parce que tu sais qu'il y en a qui vont te demander si t'as mangé, qui vont te demander comment tu te sens, qui vont te demander si t'as pris tes médocs. Euh, Et tout ça, ça fait partie d'un tout. C'est-à-dire que si tu prends pas tes médocs, tu vas vomir, donc tu vas pas avoir envie de manger. Tu vas être crevé, tu vas plus avoir la force de faire à manger, et c'est un cercle vicieux. Donc t'es obligé de ne laisser euh, aucun, aucune stratégie au hasard. T'es obligé d'être organisé, t'es obligé de mettre en place des choses, des systèmes qui vont te soutenir. Et peut-être que si tu vis avec quelqu'un, c'est peut-être plus facile ou pas, j'en sais rien, parce que tu dois supporter quelqu'un. Mais moi, je peux te parler que de mon expérience à moi, tu vois. Donc, bah, écoute, c'est déjà ça. mais, euh, mais voilà. Enfin, du coup, c'est cet épisode, ce que j'avais envie de te partager, c'est ce côté. D'une part, c'est important de s'entourer. D'autre part, les gens ne se rendent pas compte et ne peuvent pas se rendre compte. Et voilà comment moi j'ai posé une stratégie sur mon entourage, si j'ose dire ça comme ça. Comment j'ai utilisé mon entourage. Et voilà comment j'ai déconstruit ce support qu'ils m'ont apporté chacun à leur manière. Et cet épisode, il n'est pas du tout là pour dire le soutien qu'ils t'ont apporté est inadéquat ou est adéquat. C'est plutôt pour te dire qu'en tant que premier concerné, c'est un peu toi qui choisis ce que tu demandes aux gens et qui choisis sur qui tu t'appuies ou pas, et que c'est important de trouver à la fois un soutien de sécurité, à la fois un soutien de survie logistique, si t'as pas l'énergie pour aller acheter des fruits ou des légumes, que t'es quelqu'un qui peut le faire, à la fois d'avoir un soutien émotionnel, genre bah, la personne qui a eu la même chose que moi et qui pouvait me rassurer sur ce côté euh, est-ce que c'est normal ou pas, quand est-ce que j'appelle une ambulance ou pas, etc. Et puis le reste en fait, les gens qui gravitent autour et qui te permettent de voir que la vie continue. Alors ça c'est quelque chose de difficile aussi, de voir que leur vie continue mais que la tienne s'arrête. Mais de voir que la vie continue et que la vie n'est pas faite que de maladies et que peut-être à un moment donné, tu vas récupérer peut-être ta vie. Ou peut-être pas, mais tu espères peut-être. Et en fait, le fait d'avoir ces photoreportages ou d'avoir ces gens qui viennent et qui t'expliquent leur vie, qui t'expliquent ce qui a changé dans leur vie, qui t'expliquent leurs petits problèmes, sans te les mettre sur le dos, ça vient aussi te rappeler que tu fais pas ça pour rien, que peut-être derrière tu vas encore vivre un peu et en bonne santé si possible, et que du coup ça vaut la peine. Voilà. Donc c'était un épisode un peu long en vrai. Mais je pense que c'est peut-être une bonne base pour continuer la réflexion, et je suis contente que ça ait pris plutôt ce format-là, parce que les précédents épisodes c'était plutôt chronologique et factuel, et je suis pas sûre que ce soit vraiment l'apport que j'ai envie d'amener, en tout cas pas comme ça, et je pense que ça sera peut-être plus intéressant d'avoir mon analyse de ça de cette manière-là. Je te retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien, et à bientôt. Salut.